Donc, super. Merci beaucoup pour ces introductions, pour avoir mis la table aussi et avoir accueilli les entreprises de ces 3 régions. Je sais que d'autres réseaux ont aussi invité leurs membres en Afrique francophone, par exemple. Donc, je pense qu'on a une belle représentation d'entreprises francophones. Aujourd'hui, ce que je voulais faire avec vous, c'est de vous donner un peu de contexte. Qu'est-ce que la plateforme d'action pour un travail décent dans les chaînes d'approvisionnement mondial? La boîte à outils a été développée par et à travers la plateforme et ses participants. Donc, je vous donne un petit peu de contexte et ensuite, on va tout de suite voir à quoi ressemble cette fameuse boîte à outils qui est en passant complètement et accessible à tous, gratuite. Et donc, vous pouvez vous en servir dès maintenant. Donc, commençons par le contexte. J'ai peut-être oublié de m'auto-présenter. Mon nom est Marie-Lou Dupont. Je suis responsable du travail décent et des chaînes d'approvisionnement durable au Global Compact. Je suis basée à New York et je suis très contente d'être ici avec vous. Donc, la motivation pour cette plateforme est bien entendu que pour la plupart d'entre vous, le travail décent est l'ODD qui est le plus pertinent. C'est ce qu'on observe en tout cas chez nos membres qui indiquent en grande majorité, 87%, avoir un impact positif sur l'objectif 8, le travail décent et la croissance durable ou économique. Mais qu'est-ce que le travail décent? Donc, c'est une définition assez large. Anthony parlait des droits humains. Bien entendu, ça fait partie également des droits humains. Ça fait également partie du droit du travail. Mais c'est aussi beaucoup plus large que le simple respect des droits. C'est aussi les conditions ou les attentes en termes de conditions, les aspirations que les travailleurs peuvent avoir en matière de conditions de travail, mais aussi au niveau de l'accès à un mode de vie décent. Donc, l'Organisation internationale du travail définit le travail décent comme étant des opportunités de travail productifs et offrant un revenu équitable, un salaire décent. Donc, c'est un sujet sur lequel le Global Compact se penche de plus en plus et de nombreuses entreprises commencent également à s'intéresser à ce sujet, par exemple, qui est un sujet très complexe, très sensible, mais néanmoins assez important. La sécurité sur le lieu de travail, la protection sociale des familles. Et je pense qu'avec le contexte COVID, la pandémie mondiale que nous vivons présentement, la question de la protection sociale a toute son importance et est maintenant complètement liée à la fameuse phrase « Building back better ». Donc, je pense que c'est sur toutes les lèvres, reconstruire de meilleure façon. Je ne sais pas si c'est la façon dont on traduit en français. Mais dans tous les cas, la question de la protection sociale a certainement, le manque de protection sociale a certainement exacerbé la crise. Je pense que la plupart d'entre nous seront d'accord avec cette idée. Également des meilleures perspectives personnelles, l'intégration sociale, donc la formation, l'accès à la formation et l'évolution personnelle dans le milieu du travail. Et naturellement, tout ce qui est dialogue social, donc les droits liés à la participation et des travailleurs dans les décisions qui les concernent. Finalement, l'égalité des sexes, je pense que vous comprenez tous que ça fait partie intégrante de la définition de l'Organisation internationale du travail sur le travail décent. Donc, juste pour qu'on ait tous la même idée de ce qu'on entend par le travail décent, qui, comme vous voyez, est une définition qui est assez large. Et donc, je pense que par mesure de temps, je vais passer très vite sur ces slides, mais je pense que c'est de plus en plus, nous on le voit dans notre travail au Global Compact, alors que le travail décent a toujours été naturellement un sujet très chaud dans notre travail. C'est maintenant encore, je pense, le momentum est encore plus grand et on en parle naturellement de plus en plus dans le contexte de COVID, justement sur la question de la protection sociale. Quand on pense, par exemple, avant COVID, que 60% de tous les travailleurs à travers le monde travaillent dans le secteur informel. Donc, on comprend bien la situation de vulnérabilité des travailleurs et l'importance de s'attarder à ces questions.
Alors, voici à quoi ressemble notre plateforme d'action. Voici qui en sont les membres. Vous savez bien entendu déjà que Total en fait partie, mais nous avons une liste de 24 entreprises. Pré-COVID, nous avions également d'autres entreprises, mais bon, vous comprendrez que certaines n'avaient pas nécessairement la capacité de poursuivre le travail. Par contre, nous avons aussi d'autres membres, de nouveaux membres, comme L'Oréal, par exemple, ou comme Shell, ou le CP Group, une entreprise, une grande multinationale thaïlandaise, qui se sont joints à notre plateforme d'action. Je pense que ce qui est intéressant pour vous, donc vous pouvez certainement voir la liste des entreprises, vous voyez que c'est très international et c'est ce qui fait la force de cette plateforme. C'est multisectoriel aussi. Et donc, on a l'avantage d'avoir à la fois des perspectives de plusieurs pays, mais également de plusieurs secteurs. Donc, ça en fait, voilà, c'est ce qui en fait l'intérêt, je pense. Et on a le bénéfice de pouvoir profiter de l'expertise de l'Organisation internationale du travail, d'UNICEF, et maintenant du Global Deal. Alors, en français, je pense que c'est Global Deal, vous l'appelez en français, ouais, voilà, qui est à la fois l'Organisation internationale du travail et l'OCDE. Et donc qui s'intéresse plus particulièrement à la question du dialogue social et la façon dont le dialogue social peut permettre le travail décent. Je vais avancer un petit peu ici. Anthony, Salma ont discuté un petit peu de la question de la responsabilité légale. Donc, je pense qu'on pense naturellement aux différentes législations qui se développent, non seulement en Europe, mais également à travers le monde, et qui tentent d'opérationnaliser aussi les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, donc d'intégrer cette question de diligence raisonnable, mais très tôt dans notre plateforme avec les entreprises, c'est devenu aussi un des challenges, si je peux dire, parce que, bon, d'un côté, il y a une législation qui s'intensifie et qui donne plus de clarté aux entreprises, un cadre d'action qui est, disons, plus clair, et je pense que plusieurs entreprises apprécient d'avoir justement un peu le même encadrement, tous un peu le même encadrement. Donc, ça différencie moins les entreprises quand il s'agit de gérer à travers le monde. En même temps, les entreprises et les autres membres de la plateforme d'action reconnaissent que le cadre légal a certainement ses limitations et que pour une majorité de déficits en matière de travail décent, il faut regarder au-delà de la législation. Et c'est toute l'idée de cette boîte à outils d'aller au-delà de la compliance et de trouver les moyens justement d'engager les fournisseurs sur ces questions. Et donc, cette question est devenue, voilà, d'aller au-delà de la conformité et est encore plus importante en ce qui a trait forcément aux impacts au-delà des fournisseurs de rang 1. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre boîte à outils sur le travail décent pour l'approvisionnement durable. Donc, c'est un site web qui l'accueille. Interactif, tout est imprimable, donc je sais que certains préfèrent travailler sur des versions papier, donc nous avons aussi pensé à cette façon de travailler, mais dans tous les cas, si vous l'utilisez soit sur votre téléphone, parce que c'est adapté naturellement à tous les formats, voici à quoi ressemble la page d'accueil quand vous arrivez sur le site. La boîte à outils se compose de 3 modules avec également des sections sur les anciens conflits et les bonnes pratiques. L'outil 1 s'attarde à l'importance du travail décent pour tous, donc on prend des définitions du travail décent et plus particulièrement l'ODD 8. Fait aussi un business case, donc s'attarde aussi aux avantages, aux inconvénients, regarde des questions commerciales, donc de quelle façon les collègues qui sont, disons, dans les départements de développement durable ou les départements légaux peuvent engager leurs collègues
du secteur du département d'achat sur ces questions en leur, disons, montrant, en faisant le cas pour intégrer les considérations de travail décent dans leurs décisions et dans leurs pratiques. Voilà, c'est toute l'idée de cette boîte à outils, finalement, c'est d'être un peu un outil de formation, à la fois pour les collègues à l'interne, avec leurs collègues du secteur du département achat, mais également pour les collègues du département achat avec leurs fournisseurs. Donc, ça a été vraiment pensé dans une perspective d'engagement à l'interne et à l'externe et de formation. L'outil 2, donc, s'attarde à la question de la communication, donc comment communiquer le travail décent, et l'outil 3 s'attarde à l'intégration des considérations du travail décent dans les processus de l'entreprise. Donc, c'est vraiment un outil, je pense, qui est assez intéressant à utiliser, assez facile à utiliser. On a différentes boîtes, il y a des exemples, on peut cliquer, ça nous amène à d'autres sites web, par exemple, de partenaires ou d'entreprises pour en apprendre davantage. On a aussi, par exemple, des questionnaires, des formulaires et des formations, des slide decks finalement, donc qui peuvent être utilisés tels quels ou être adaptés à la réalité de votre entreprise. Donc, je vous mets ici juste, il y a une section, parce que je sais que cette section, elle est une des plus utilisées dans la boîte à outils, je le dis un peu pour les collègues et pour Ariane, mais on a des milliers de downloads et c'est vraiment l'outil le plus utilisé en ce moment pour Global Compact. Donc, franchement, un franc succès. Et je pense que le succès vient aussi du fait que c'est une idée qui vient des entreprises et des réseaux locaux et des partenaires qui faisaient partie de la plateforme au moment où l'outil a été développé. Et aussi parce que les entreprises se sont vraiment donné la peine de faire des commentaires, d'ajouter des exemples, de suggérer des nouvelles sections. Donc, c'est vraiment un outil, je pense, qui a été vraiment développé avec cette idée qu'elle devait répondre à un besoin des entreprises. Et donc, cette slide, elle est vraiment juste pour vous donner une petite idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre quand vous arrivez sur la section, exemple, de mode pratique. Et bien entendu, nous en avons beaucoup plus, mais voilà, c'était juste un exemple. Et là, j'ai toute une série de slides, en fait, que vous retrouvez complètement telles quelles dans la boîte à outils. Donc, vous pourriez même utiliser, vous, dans le cadre de votre travail, et qui visent finalement à donner de l'information, encore une fois, à l'interne ou à l'externe, sur ce qu'on entend par le travail décent. Donc, ici, vous avez pourquoi l'option la moins n'est pas forcément la plus rentable. Vous avez également, encore une fois, comme je vous disais, le business case pour le travail décent. Je vais juste regarder l'heure pour m'assurer qu'on a bien le temps d'avoir des questions à la fin. Ici, on a aussi toute cette idée de formation, comme je vous disais, et d'engagement et de dialogue. Donc, on a aussi toute une série de slides qui vraiment visent à organiser pratiquement des discussions. Et donc, on a des exemples de questions en différentes étapes, donc avec l'idée que ça pourrait être utilisé pour des formations sur différents jours, par exemple, donc avec une gradation, une évolution des questions en complexité au fur et à mesure où les formations se font. Ici, quelles sont les limites des approches axées sur la conformité pour vous aider à comprendre les risques, par exemple. Donc, vraiment une approche de dialogue. Mais il y a aussi voilà, donc un souci d'expliquer pourquoi l'engagement et le dialogue sont importants. Donc, je sais, par exemple, et je pense que c'est un peu ce dont Total va parler, Ariane va parler, mais la question donc, de l'engagement et du dialogue pour adresser ou pour adresser les impacts négatifs sur les droits de l'homme, sur les droits du travail, et de l'intégrer au processus interne a été abordé de façon très différente chez les entreprises. Il y a cet outil, bien entendu, mais je pense que chacune des entreprises, chaque entreprise a bien entendu
évaluer la meilleure façon pour eux de l'intégrer dans leur travail. Certains ont créé des différents processus internes, des plateformes en ligne pour justement essayer de faciliter cette outreach aux fournisseurs. Et donc, ça ne s'arrête pas à cet outil en particulier, mais ça fait vraiment partie d'un processus. Donc, voilà, ici, cette idée de aussi reconnaître que les collègues du département d'achat, et je pense que c'est un des points qui est très important, ne peuvent résoudre tous les problèmes. C'est une réalité qu'il y a des pressions très vraies, très réelles que les collègues d'achat vivent, des questions de prix, des questions d'achat dans certains pays, dans certaines régions, des questions liées aux produits, le fait qu'on n'a pas toujours le levier pour négocier dans certains cas. Et donc, cette idée aussi que le poids ne repose naturellement pas uniquement sur les collègues d'achat, mais que ça doit vraiment venir d'une décision au niveau du leadership et d'une stratégie globale de l'entreprise. Donc, une reconnaissance aussi qu'il s'agit d'un processus qui va bien entendu bien au-delà de l'activité d'achat en elle-même, mais qui doit aussi s'étendre à l'entreprise. Et voilà, des scénarios donc à faire avec les fournisseurs, avec différentes mises en situation. Donc, c'est un peu ce que je voulais faire avec vous, essayer de vous montrer un petit peu à quoi ressemble la boîte à outils, pourquoi nous l'avons développée, comment elle peut être utilisée par les entreprises. Et maintenant, vous allez avoir une application pratique de Total, pas nécessairement, je pense, exactement sur la boîte à outils, mais aussi sur l'approche en matière d'approvisionnement durable. Et c'est vrai que comme Ariane en particulier, mais Total aussi, fait partie de la plateforme d'action depuis ses tout débuts, c'est aussi intéressant de voir sa perspective sur l'évolution au travers des années de notre travail. Voilà. Ariane, je te laisse débuter ta présentation et j'arrête mon partage d'écran. Très bien, parfait. Et je partage le mien, c'est ça, Alice? Ok. Si ça marche, autrement, je peux le partager pour vous. Je pense que c'est bon. Parfait. Je le mets en présentation. Est-ce que c'est bon? Vous voyez en... Oui, okay. On le voit en grand. Merci beaucoup. Super, merci. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et merci Marie-Lou pour cette introduction sur le toolkit. Pour me représenter rapidement, donc, mon nom est Ariane Tenadé et je suis en charge du département achat responsable chez Total Global Procurement. Donc, Total Global Procurement, c'est l'entité qui gère l'ensemble des achats pour le groupe Total et qui existe seulement depuis 3 ans à peu près, puisqu'avant, les entités achats étaient dans chacune des branches. Et donc, du côté achat responsable, ce que ça nous permet, c'est quand même d'avoir une approche centralisée et donc globale. Alors, peut-être pour commencer, je peux parler rapidement de ce que fait Total en matière de travail décent dans la chaîne d'approvisionnement. Comme disait Marie-Lou, un peu hors toolkit, puisque nous, c'est aussi notre contexte. Et puis ensuite, je parlerai de l'expérience qu'on a eue avec ce toolkit et de ce que nous, on trouve intéressant dans cet outil en particulier. Donc, en ce qui concerne nos actions sur le sujet travail décent dans la chaîne d'approvisionnement, j'ai pris trois actions phares, on va dire, un petit peu de ces dernières années, même s'il y a d'autres actions qui ont été développées ou qui sont en cours de développement. La première, c'est le fait d'intégrer les droits humains dans le processus de qualification. Donc, comme je le disais, il y a 3 ans, on a créé l'entité Total Global Procurement qui gère de façon centralisée les achats pour le groupe. Et en même temps, on a créé une nouvelle règle de qualification. Et pour la première fois dans cette règle de qualification, on a intégré l'aspect droits de l'homme, c'est-à-dire qu'au moment de qualifier un fournisseur, qui va ensuite être consulté éventuellement pour un appel d'offres, on va lui poser des questions sur les droits de l'homme, sur la façon dont il manage les droits de l'homme,
Donc, on va lui demander s'il a une politique droits humains, s'il a des certifications éventuellement, s'il a été audité sur la partie droits de l'homme, ou plus simplement, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui n'ont pas, ça c'est plutôt pour des grosses sociétés, mais il y a beaucoup de petites sociétés qui n'ont pas tout ce type de certificat, mais est-ce qu'ils ont des mesures, des processus en place qui peuvent partager, comme des formations, des sensibilisations sur ces sujets-là, pour montrer qu'en tout cas, ils prennent en compte ces sujets. Et il y a une gradation en fait de ces questions et il y a une gradation du niveau de vérification, on va dire, en fonction du risque. Donc, bien sûr, pour, je vais dire, un fournisseur de consulting allemand, on va simplement poser la question. En revanche, pour un fournisseur de construction dans un pays très à risque, on va aller regarder beaucoup plus en détail les documents, éventuellement faire des allers-retours avec le fournisseur pour s'assurer, pour creuser un petit peu plus cet aspect, puisque ce sera un fournisseur qui sera considéré comme plus à risque. Et ça, donc, je pense que vous êtes peut-être déjà familier avec cette approche, mais donc c'est basé sur une approche de cartographie des risques où on croise en fait les risques, le risque pays basé sur des indicateurs publics, internationaux et des risques associés à nos catégories. Donc ça, c'est une cartographie qu'on fait en interne où on regarde en fait pour chaque catégorie ou chaque segment d'achat quels sont les principaux risques droits humains ou les principaux risques environnement aussi, même si aujourd'hui on parle que de droits humains, mais qui peuvent être associés. Donc ça, c'est sur le premier point, une première action qu'on est en train de développer, qui est déjà en place et qu'on est en train de déployer à travers le groupe, c'est sur la partie qualification. Une deuxième action, c'est les plans d'audit. Donc, on a lancé depuis 2018 des plans d'audit annuels chez nos fournisseurs, encore une fois, les plus à risque. Aujourd'hui, ces plans d'audit, ils ont été conduits dans plus de 56 pays. On a touché 40 000 personnes et ce chiffre, je pense, est va avoir presque doublé en fait en 2020, si on rajoute les chiffres de 2020 qu'on n'a pas encore comptabilisés. Et il y a une forte volonté de la part du management d'augmenter le nombre d'audits qu'on réalise, puisque l'objectif a été triplé pour le moment d'année en année. Donc l'année prochaine, on ne triplera pas l'objectif, puisque pour les raisons actuelles, on a déjà eu beaucoup de mal à atteindre notre objectif pour cette année de réalisation des audits, puisque ce sont des audits sur site. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une volonté d'augmenter cette approche, d'améliorer cette approche qui, encore une fois, il y a quelques années, n'existait pas chez nous et aujourd'hui est devenu vraiment un processus, en tout cas pour nos filiales et nos fournisseurs à risque, un processus complètement intégré. Donc voilà pour le deuxième point, les plans d'audit. Et puis le troisième point, donc ça c'est un petit peu la nouveauté, en tout cas qui vraiment devient opérationnelle cette année, c'est l'initiative sectorielle sur la mutualisation des audits droits humains. Donc en fait, comme je vous disais, on réalise des audits droits humains sur nos fournisseurs les plus à risque. Bien sûr, on n'est pas les seuls, c'est-à-dire que nos pairs, qui sont BP, Shell, Equinor et d'autres, ont à peu près la même approche. Ils vont poser les mêmes questions aux fournisseurs et ils vont réaliser le même type d'audit aussi chez leurs fournisseurs à risque. Et donc, le but, c'était de faire comme ça existe déjà en fait dans d'autres secteurs d'activité. Hein, ça existe déjà pour l'électronique, pour la chimie et pour beaucoup d'autres secteurs. Ça n'existait pas encore pour le oil and gas. C'était de mutualiser, de mettre en place une plateforme qui permette de mutualiser les résultats d'audit et qui permettrait en fait deux choses. D'une part, de donner un signal clair et assez fort en fait de la part de l'industrie, de dire voilà, en tant qu'industrie, on se met d'accord sur ces standards et ce sont ces standards qu'on attend de la part de nos fournisseurs. Et quelque part, on ne fait pas de compétition par rapport à ça, sur ce sujet. Et ensuite, la deuxième chose, c'était de réduire la fatigue d'audit auprès de nos fournisseurs qui, parfois, on a les mêmes fournisseurs en fait et qui subissent un audit, un deuxième audit. Et on sait que ces audits-là prennent quand même beaucoup de temps
de préparation et si on rajoute les plans d'action également. Donc, cette initiative sectorielle, elle avait été lancée en septembre 2018 par notre PDG. Pendant les 2 années qui ont suivi, on a travaillé donc sur la réalisation de sa plateforme au niveau technique et puis à la sélection des auditeurs qui sont qualifiés pour aller réaliser ces audits à travers la plateforme. Aujourd'hui, c'est enfin prêt, donc depuis seulement début septembre, c'est pour ça que je dis que c'est un peu une nouveauté pour nous. Et là, on lance les premiers audits tests à travers la plateforme d'ici la fin d'année. Encore une fois, avec quelques difficultés, un petit peu plus de difficultés que ce qu'on aurait dû avoir pour la réalisation d'audits sur site, étant donné que en quelques semaines, les contextes changent assez rapidement. Mais voilà pour on va dire les 3 actions phares qu'on développe aujourd'hui. Pour faire le lien avec le toolkit, moi, mon avis personnel par rapport à cette approche pour nous, c'est vraiment 3 actions qui étaient très importantes à développer. On est néanmoins plus à ce stade sur la compliance, c'est-à-dire qu'on va demander à un fournisseur, on va vérifier que le fournisseur répond bien à nos exigences, mais on n'est pas vraiment dans une démarche d'accompagnement, d'aide à la montée en compétences, de co-construction. C'est plus une démarche un peu top-down, de dire voilà mes standards et puis je vérifie que vous y tenez. Ce qui est très important aussi, hein, mais néanmoins, pour faire le lien avec le toolkit, je trouve que le toolkit complète bien cette approche, puisque l'approche du toolkit, c'est vraiment d'engager, Marie-Lou l'a dit tout à l'heure, c'est bien d'engager les fournisseurs, les acheteurs, toutes les parties prenantes sur ces sujets, pas dans une approche, on va dire, punitive, mais vraiment dans une approche d'amélioration continue. Et donc, nous, je pense que ça s'intègre bien dans un processus d'amélioration de notre approche et pour compléter un petit peu notre approche telle qu'elle est aujourd'hui. Donc pour parler du toolkit, en tout cas de notre expérience côté Total par rapport à ce toolkit, pour compléter un petit peu, je ne vais pas revenir sur le toolkit en lui-même puisque Marie-Lou l'a très bien présenté, et puis comme tu disais Marie-Lou, il est accessible en ligne, mais en tout cas nous, pour partager un petit peu les raisons pour lesquelles on trouve ce toolkit particulièrement intéressant, d'abord, je trouve que c'est le fait qu'il soit adressé à différentes audiences, dont Marie-Lou l'a dit. Il peut d'abord être utilisé par les équipes qu'on va appeler les équipes soit développement durable, soit les équipes droits humains, les équipes achats responsables pour les entreprises qui ont une équipe ou une personne dédiée sur ce sujet. Mais en tout cas, par tous ces CSR, RSE personnes, pour former quelque part, sensibiliser, engager les acheteurs. Donc ça, c'est déjà un premier pas en ce qui nous concerne. En ce qui me concerne, moi, je suis dans ce cas-là d'être donc l'équipe achat responsable qui va parler aux acheteurs déjà et qui va les sensibiliser, faire les formations. Il y a les acheteurs, bien sûr, en centrale, mais il y a aussi les acheteurs en local. Donc, effectivement, ce que disait Marie-Lou tout à l'heure, le fait que ce toolkit ait réussi à capturer des avis, des retours d'entreprises qui viennent de partout dans le monde et aussi d'entreprises de taille un petit peu différente, permet d'avoir un toolkit avec lequel on peut quand même communiquer avec nous, nos filiales à l'étranger, et pas seulement un toolkit qui parle à une très grosse entreprise française ou européenne. Donc ça, c'est la première chose pour nous, c'est qu'on peut vraiment s'en servir pour sensibiliser nos acheteurs. Et ensuite, c'est un petit peu, sur un autre sujet, j'assistais récemment à une présentation où il parlait de formation de formateurs. Là, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que c'est un toolkit qu'on peut utiliser, nous, pour former, même si former, le mot est peut-être un petit peu trop, mais en tout cas sensibiliser, engager avec les acheteurs pour qu'eux ensuite puissent porter ce message auprès des fournisseurs.
Et donc, et ça, c'est très important pour les acheteurs parce que, et nous, on rencontre cette situation sur les droits humains, mais sur tous les sujets. Les acheteurs ne sont pas des professionnels de la RSE, ni des droits humains, ni de l'environnement. Souvent, pour eux, ce sont des sujets qu'ils découvrent. Ils n'ont malheureusement pas le temps de les découvrir souvent autant que ce qu'ils voudraient. Donc, ils captent certains messages, voilà, et souvent, ils ne se sentent pas assez légitimes pour aller parler à un fournisseur et aller lui expliquer, voilà, ou lui poser des questions parce que c'est normal, parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment armés pour éventuellement répondre à des questions de la part de ces fournisseurs. Et je pense que ce toolkit, avec en plus, il y a des slides donc, qui sont déjà prêtes, qui peuvent être directement réutilisées, ça permet quand même à l'acheteur d'être un petit peu plus sûr dans sa démarche. Le fait aussi que ça vienne du Global Compact des Nations Unies, qui est voilà, une structure complètement reconnue, ça lui permet de dire qu'il appuie son message voilà, là-dessus. Nous, dans notre cas, en plus, en faisant partie de la plateforme, c'est un petit peu une continuité que de dire, voilà, Total est membre de cette plateforme et donc, nous voyons ce sujet de cette façon et vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Puisqu'encore une fois, on est quand même vraiment dans la communication et dans la construction avec le fournisseur. Et enfin, pour le fournisseur, je pense que c'est important de comprendre les attentes et en plus, alors nous on n'en est pas là, mais c'est plutôt une idée pour la suite. Moi, je pense qu'on peut aussi s'en servir. Bon, après, il est quand même très récent, donc on n'a pas eu le temps, je pense, de tester tout ça, mais on peut aussi s'en servir pour demander à des fournisseurs qui sont nos partenaires. Là, je ne parle plus d'un tout petit fournisseur, mais je parle de nos fournisseurs stratégiques qui sont des entreprises de notre taille hein, et qui ont des chaînes d'approvisionnement quasiment aussi complexes que les nôtres, de leur demander à eux de porter également ce message et donc de démultiplier, comme c'est le cas pour d'autres sujets, par exemple pour l'environnement. On a des participations dans certains organismes où on nous demande de demander nous-mêmes à nos fournisseurs de cascader quelque part. Et c'est bien aussi dans l'idée, je pense que dans l'esprit de la loi dont parlait Anthony plus tôt, et dans ce que disait Marie-Lou, de dire oui, alors il y a la loi, effectivement, et puis il faut penser un petit peu au-delà. Je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est pas perdre de vue l'esprit de la loi, il ne faut pas s'en tenir seulement voilà, ce qui est obligatoire, mais dans l'esprit, c'est bien le fait qu'un grand donneur d'ordre ou un donneur d'ordre quelconque doit cascader tous ces sujets. Et donc, je pense que ça peut être dans le futur un outil pour permettre justement cette cascade dans la chaîne d'approvisionnement. Voilà, donc voilà pour moi ce qui permet, ce qui rend cet outil particulièrement intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser à plusieurs niveaux. Pour moi, du coup, ces niveaux, ils s'échelonnent aussi forcément dans le temps. Il faut un peu de temps. Enfin, je le disais, le dernier point, c'est quelque chose que voilà, on envisage, mais qu'on n'a pas encore mis en place. Hein. Mais en tout cas, je pense qu'on peut s'en servir voilà, où qu'on en soit un petit peu dans son processus. Et puis, bon, Marie-Lou l'a déjà dit, mais effectivement, moi, quelque chose qui m'avait beaucoup plu dans cette plateforme de façon générale, et puis par rapport à ce toolkit, c'est le fait que, effectivement, ce soit multisectoriel. Donc, nous, on vient du secteur du oil and gas. Quand on est dans le secteur du oil and gas, Total, avec ses pairs, bien sûr, mais on fait quand même souvent, on peut faire figure de société avancée, mais c'est quand même très intéressant de pouvoir se comparer avec des sociétés qui ne sont pas du même secteur et qui, sur certains sujets, comme typiquement la supply chain, sont beaucoup plus avancées. Je pense à effectivement des L'Oréal, des Unilever et autres qu'on a rencontrés. Pour eux, la supply chain, c'est un sujet qu'ils adressent depuis très longtemps, plus longtemps que nous, et donc ils sont effectivement très avancés. Donc nous, ça nous pousse aussi à vouloir aller plus loin. Et puis ça nous permet un petit peu de gagner du temps par rapport au développement normal qu'on aurait eu. Et puis le fait d'avoir un petit peu tous les continents qui sont représentés
les différences de taille entre les entreprises. On a eu des exemples, je me souviens d'une présentation des restaurants Tox qui était citée dans la liste. Voilà, je pense que tout le monde a été marqué par cette présentation. Mais c'était une entreprise qui avait donné des exemples très concrets de comment ils mettaient en œuvre ces principes et surtout de comment ils mesuraient en fait l'impact de leurs actions plutôt que de mesurer les actions qu'ils mettaient en œuvre. Et c'est des choses qui sont très importantes pour nous parce que ça permet de réfléchir, de remettre en question ce qu'on est en train de faire, de porter aussi en interne ces messages-là de façon ensuite à pouvoir avancer. Voilà sur ce sujet. Et puis, pour terminer, juste pour ouvrir un petit peu, donc, comme disait Marie-Lou, sur ce qu'on compte faire, puisque il y a encore beaucoup de choses avec ce toolkit qu'on n'a pas encore pu faire, hein, puisqu'il est encore assez récent. Et puis, il faut qu'on prenne le temps de bien cadencer tout ça. Actuellement, donc je disais au tout début que j'étais en charge du département achat responsable chez Total. Ce département a été créé très récemment, en fait. Donc, ce qui est bien une preuve, encore une fois, de la prise de conscience de l'importance de ces sujets, de la volonté de donner aussi de la visibilité, des moyens pour développer ces sujets. Mais en tout cas, on travaille actuellement sur notre feuille de route. Donc, j'ai mis cette slide simplement parce que ce sera les 4 piliers de notre feuille de route achat responsable qui suivent en fait les piliers de la feuille de route RSE du groupe que vous pourrez retrouver en ligne. Et donc, on travaille en fait à déterminer comment les achats vont contribuer à chacun de ces objectifs. Sur la 3e colonne, le 2e objectif que vous voyez, c'est respecter les droits humains et les promouvoir dans la chaîne d'approvisionnement. Et du coup, là-dessus, parmi les actions dont on est en train de discuter actuellement, puisque cette feuille de route elle est encore en construction, il y a vraiment le fait de pouvoir embarquer nos fournisseurs stratégiques, par exemple, nos fournisseurs les plus à risque également sur ces sujets, d'avoir une approche, comme je le disais un petit peu au début, plus collaborative que ce qu'on a pu avoir aujourd'hui. Mais c'est normal, je pense que c'est step by step. Il faut commencer par un point. Nous, on a commencé plutôt par les audits et plutôt par la vérification de la compliance. Maintenant, on veut aller plus vers quelque chose de collaboratif avec les fournisseurs et donc utiliser peut-être ce toolkit comme une sorte de base de discussion avec ces fournisseurs et pouvoir le démultiplier auprès d'eux. Peut-être que certains seront intéressés à rejoindre la plateforme, je ne sais pas, c'est possible, on verra. Mais en tout cas, voilà, il y aura toute une approche là-dessus. Il y a aussi, bien sûr, une approche de renforcement de la formation de nos collaborateurs, notamment dans les filiales les plus à risque. Et donc, je pense que là aussi, on va utiliser le toolkit avec, encore une fois, cette notion de formation des formateurs, puisque nous, on a quand même donc on est présent dans plus de 130 pays. En termes de population achat, on parle de 1200-1300 personnes. Donc voilà, il faut qu'on soit capable aussi de démultiplier un peu les choses. Et donc, on pense aussi à faire des types de réseaux avec des formateurs de formateurs, avec nous, on appelle ça parfois des key users, mais en tout cas des personnes qui soient particulièrement bien formées, qui ensuite, eux, puissent démultiplier dans leurs équipes sur place. Donc, on a encore beaucoup à faire, je pense, sur ce toolkit et puis sur tout le reste, mais le toolkit sera forcément quelque chose qui va nous aider, en tout cas, à aller plus vite, à accélérer ou à agiliser toutes ces initiatives qu'on mettra en place. Voilà pour le partage. J'arrête mon partage d'écran et puis je te laisse, Alice, reprendre. Merci beaucoup, Ariane. C'était très intéressant. Maintenant, il nous reste environ une dizaine de minutes. Donc, on aimerait bien prendre les questions. Qui se lance? Alors là, dans le chat, on a quelqu'un qui s'en va. Dans les gens qui restent. Je prends la parole. Alors, j'avais mis la question en privé à Ariane Thénadet.
Mon nom est Gérard Langlais, j'étais directeur développement durable d'Arkema, où on a développé la plateforme qu'a évoquée Ariane tout à l'heure, de mutualisation de la chimie, Together for Sustainability. Et ma question était double. Est-ce que vous faites appel à des experts externes ou vous déléguez vos propres auditeurs des sociétés? C'était la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous faites payer les audits par vos fournisseurs ou est-ce que vous payez vous-même ces audits? Oui, merci. Bonjour. Ben, très intéressant parce que c'est une des plateformes qui nous a beaucoup inspiré en réalité avec celle aussi de l'électronique pour réaliser la nôtre. Donc, pour répondre à la question, les audits sont réalisés par des auditeurs externes. Donc, on a sélectionné les auditeurs qui étaient qualifiés d'après nous pour réaliser ces audits. Et ce ne sont pas les fournisseurs qui paient pour ces audits, ce sont les sociétés qui demandent la réalisation de ces audits. Donc, nous, en fait. Nous et nos pairs. Merci. De rien. D'autres questions? Oui, bonjour, Vénus Maroun, je ne sais pas si vous m'entendez. Si vous pouvez parler un petit peu plus fort. Oui, je vais essayer. Je disais Vénus Maroun Valette de Technip FMC. Alors, je suis désolée, j'ai des soucis. Je vais peut-être passer par écrit. Non, c'est tout bon, c'est tout bon. Maintenant, on vous entend. Ouais. Très bien. Non, j'avais juste une petite question justement par rapport à… Donc, merci beaucoup pour la présentation et pour les différentes initiatives que vous nous avez présentées. Je me posais la question en fait de comment vous avez associé vos équipes, les équipes achats dans les différentes parties du processus. Si on prend par exemple au niveau du processus de qualification, lorsque vous avez identifié vos fournisseurs à risque, comment ça s'est passé, par exemple, pour identifier donc, au niveau du critère géographique et de la catégorie? Est-ce que vous avez fait ça avec eux ou est-ce que vous vous êtes basé sur les différents, si on prend les critères géographiques, sur les sources publiques ou d'autres sources de prestataires, juste un peu pour comprendre votre démarche, ou si c'est peut-être un petit peu de tout en même temps, parce que je pense que c'est… voilà, plus il y a d'associations, plus on sait que on va avoir leur adhésion. Mais en même temps, comme vous le disiez, parfois ils attendent une certaine expertise. Donc voilà, j'étais juste curieuse de votre approche. Oui, absolument. Alors pour la cartographie, parce que je disais donc on croise deux cartographies, sur la cartographie des risques pays et celle des risques catégories ou segments, enfin en tout cas type d'achat. Pour la cartographie des risques pays, on se base sur, donc ça on ne demande pas aux acheteurs de participer puisqu'on se base simplement sur des indices de risque pays. Avant, on faisait nous-mêmes notre cartographie en mixant les indices, donc c'était de la Banque mondiale, de l'UNICEF, de l'OIT, etc. Il y avait plusieurs indices qu'on mixait d'une certaine façon et ça nous donnait les risques pays. Et depuis l'année dernière, on est passé à l'utilisation d'un outil qui s'appelle Maplecroft, sur lequel on choisit également les indicateurs concernant les conditions de travail, le travail des enfants, les libertés syndicales, certains indicateurs, et puis ça nous donne les risques pays. Et là-dessus, on ne fait pas vraiment participer les acheteurs puisque c'est basé sur des indicateurs qui sont relativement peu discutables. Par contre, sur la cartographie des risques les risques achats, RSE dans les achats justement, là, on a vraiment fait participer les acheteurs puisque ce sont eux qui connaissent le mieux leur catégorie. Donc, on a eu une approche qui était un petit peu double au début. Donc, quand je dis au début, c'était dans les premières versions de la cartographie. On ne faisait participer même que les acheteurs. Donc, c'était… la cartographie était basée sur un questionnaire qui leur était envoyé. On a trouvé que cette façon de faire, elle était forcément bonne, mais pas tout à fait complète parce que déjà le questionnaire, ça c'est pas très engageant. Ensuite, on dépend quand même beaucoup de la maturité de l'acheteur. Est-ce qu'il est intéressé par ces sujets? Est-ce qu'il vient d'arriver sur la catégorie ou pas? Ça peut être des choses qui font qu'il est plus au courant ou pas de ces problèmes.
Donc, ce qu'on a fait pour la dernière mise à jour, c'est qu'on est parti d'analyse d'experts externes, donc qui nous faisaient une analyse de nos catégories et qui regardaient les risques droits humains et environnement. Et ensuite, on a organisé des ateliers avec les équipes achats pour discuter ces résultats, en fait. Donc, ça a été un travail qui a été assez important, puisque je pense qu'il y a eu à peu près de 200 acheteurs qui ont été inclus dans la démarche via des workshops de demi-journée à chaque fois, voilà, sur 6 mois, ce qui était assez important pour nous. Mais ensuite, je pense que si vous voulez plus de détails, je crois que c'est aussi, enfin, c'est même sûr, dans le toolkit, il y a la description de notre démarche en détail. Je vous remercie. Merci bien. J'ai reçu sur le chat une question de Madame Aurore Assemian qui demande comment se fait concrètement l'audit sur les droits humains chez les fournisseurs. Existe-t-il un référentiel ou des critères dans ce sens? Ariane. Oui. Alors, enfin, il existe en fait plusieurs référentiels d'audit droits humains. Il y a le référentiel SA8000, il y a le référentiel Working Condition Assessment. Il y en a forcément d'autres dont je ne me souviens pas, mais quasiment tous les auditeurs qui réalisent des audits droits de l'homme ont leur référentiel. Et donc, ces audits, en fait, c'est réalisé via des auditeurs qui vont aller sur place, sur le site, et qui vont déjà faire une visite du site, une revue documentaire, donc ils vont revoir tout ce qui est les contrats de travail, les fiches de paie, les heures de présence, donc les heures supplémentaires, les jours de congé, etc. Et puis, ils vont faire des entretiens avec les travailleurs voilà, pour discuter de leurs conditions de travail. En gros, c'est ça. Pour le moment, nous, on n'a pas, donc on se sert des référentiels existants des auditeurs. On n'a pas développé de référentiel propre à la plateforme. On y réfléchit, mais pour le moment, ça n'a pas été fait. Merci beaucoup. Encore des questions? Ou Anthony, Salma, vous avez des remarques? C'est 16h01. Ah voilà, Anthony, tu étais muté. Qu'est-ce que tu... Non, c'était pour remercier pour Ariane et Marilou pour les présentations très claires. Je voulais avoir juste une petite question, Ariane, par rapport à votre démarche. Est-ce que tu penses que dans l'esprit, justement, la démarche achat responsable est duplicable d'un secteur à l'autre? Dans les grands fondamentaux où il y a vraiment des grandes différences d'une chaîne d'approvisionnement à une autre. Je pense voilà la différence entre la chaîne d'appro oil and gas et par exemple la chaîne d'appro par exemple agroalimentaire où il y a éventuellement peut-être plus de travail informel à la fin de la chaîne d'appro, etc. Je voulais juste avoir un peu ton avis sur la question, Ariane. Je pense que si on entend par la démarche dans les grandes lignes, on entend voilà, les grands sujets, droits de l'homme, environnement, climat, etc. Et les grandes méthodes d'approche, c'est-à-dire une approche par les risques, puis la priorisation, puis la collaboration avec les fournisseurs, tout ça, oui, c'est la même d'une à l'autre, grosso modo. Par contre, dès qu'on va un tout petit peu plus spécifique, là, c'est quand même très, très différent puisque effectivement, on n'a pas du tout les mêmes risques au final d'une chaîne d'approvisionnement à l'autre. Si on parle du secteur industriel dans lequel nous, on est plutôt versus le secteur agroalimentaire, par exemple, ce n'est pas du tout les mêmes risques, la même approche. Voilà. Donc, dans le général, oui. Et dès qu'on va un petit peu plus spécifique, non. Mais ça n'empêche que on peut s'inspirer quand même de ce que font les autres. Nous, il y a des choses qui ont été présentées par des entreprises qui ne sont pas du tout notre secteur. On ne peut pas les répliquer telles quelles, mais par contre, on peut largement s'en inspirer pour améliorer nos pratiques.
C'est à toi de conclure, Alice. Encore Je ne sais merci. pas, Salma, tu voulais aussi encore dire quelque chose? Je voulais aussi remercier Ariane et Marie-Lou pour la présentation et remercier les entreprises d'avoir été présentes. Je pense que cet outil est un outil très intéressant et aussi facile à adapter selon les contextes des entreprises, selon la taille des entreprises. C'est une opportunité aussi pour les PME de renforcer leur compétitivité, comme j'ai dit au début. Donc, je vous encourage à l'essayer pour les entreprises qui n'ont toujours pas essayé et n'hésitez pas à revenir envers nous si vous avez besoin de plus de détails ou de plus d'assistance à utiliser ce outil. Alors, donc, je vais clore la session. Merci. Oh, il y a quelqu'un qui a... Quelqu'un n'est pas sur mute là. Bon, pas grave. Alors, merci à tous. Merci d'avoir participé. Merci Ariane Tenade. Marie-Lou a dû malheureusement partir. Et puis Salma, Anthony, les réseaux. Continuons cette bonne collaboration. Et puis, à refaire. À refaire et pour les entreprises suisses. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme question sur la plateforme ou sur l'utilisation de la boîte à outils, donc nous, on est aussi là pour vous. Voilà, alors, bon après-midi à tous. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.